BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Et on est ravis d'être avec vous encore ce midi sur BFM Business. Avec vous, patrons indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, même salariés. La vie d'entreprise, la vie au travail, plus généralement, nous intéresse. Vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous nous les posez à cette adresse, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr. Pourquoi vous riez? Parce que je me suis mis de l'eau partout. Ah bah voilà, non, c'était pas le moment. Je suis désolé. On va très bien, ça commence bien cette émission. Bon, vous nous posez quand même vos questions et vos réactions. On va peut-être commencer par présenter nos experts, le temps que vous séchiez à ma gauche. Antoine Poincaré, bonjour, directeur de la AXA Climate School. On va parler avec vous, RSE, formation, stratégie. Exactement, formation à la transition environnementale pour les entreprises. Frédéric Gess, qui est à vos côtés, fondatrice du cabinet USCOA Partners, experte impact et engagement. C'est cela, Frédéric? Parfait. Toutes les évolutions du monde du travail. Exactement. Émilie Corchia est également avec nous, fondatrice de My Job Glasses. Alors j'avais mis experte jeune au travail, mais je dirais que c'est plus généralement l'épanouissement au travail, la vocation. Ouais, la vocation, l'épanouissement, l'orientation, parce que être bien orienté, c'est la clé. Trouver sa voie en entreprise ou dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Vous nous expliquerez tout ça suivant les questions que nous avons. Et puis Muriel Pariante, bonjour Muriel. Vous êtes partenaire chez Ashurst, on dit Ashurst, vous êtes notre juriste du jour. Poste très sollicité, je vous préviens. Je vous aurais prévenu, vous le savez. J'attends. Allez, c'est parti. Première question, Sofiane. C'est pour vous, Émilie Corchia, madame, et vocation, orientation, si j'ai bien entendu. On parle en ce moment, et c'est d'actualité, d'une crise des vocations dans le milieu agricole. Comment attirer les jeunes vers ces métiers qui ne séduisent plus tout à fait? Alors nous, on pense que pour attirer les jeunes et faire vraiment connaître ce que c'est qu'être agriculteur, il faut leur permettre de rencontrer des agriculteurs et d'échanger avec eux. Parce qu'on a plein de clichés sur tous les métiers en général. Sur le côté agriculture, on sait que c'est compliqué, que c'est difficile, et c'est vrai, mais il y a plein de choses à savoir autres sur l'agriculture. Et il faut savoir qu'on a plus de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Donc si on veut continuer à avoir une bonne alimentation, il nous faut des agriculteurs pour la suite. Et donc du coup, créer des vocations, c'est essentiel. Et donc nous, on encourage les jeunes, et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent en avant et qui sont prêts à expliquer leur métier, à partager leur passion et sans langue de bois. Ouais, ça, c'est très important. Est-ce que les formations pour cela sont adaptées, les formations, mais d'ailleurs que ce soit dans le monde de l'agriculture ou partout ailleurs, il faut être vraiment connecté au milieu dans lequel on est formé finalement. C'est vrai, mais la question en fait, elle vient encore plus tôt. Comme on ne sait pas ce qu'on veut faire, on se forme mal et on va dans les mauvaises formations. Et c'est pour ça, nous, dans le cadre de France 2030, puisque l'État fait beaucoup aussi pour aider à créer des vocations dans ces domaines-là, dans les filières stratégiques qui emploient, on permet aux jeunes d'aller rencontrer des professionnels dès la 5e, puisque maintenant, dans les classes, les professionnels doivent se déplacer. Et il faut des agriculteurs. Et il faut des agriculteurs aussi qui parlent à des jeunes dans les villes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est plus facile pour des agriculteurs de se déplacer proche de chez eux. Mais en fait, finalement, c'est pas parce qu'on est né à un certain endroit sur le territoire que ça doit conditionner le travail qu'on va faire demain. Donc on incite aussi à la visioconférence, à faire en sorte que dans les classes, de partout, dès la 5e, on ait des agriculteurs qui viennent parler et qui viennent faire connaître leur métier parce qu'on ne les connaît pas. Vous avez raison, mais ces problèmes de vocation et de voix, ça se pose aussi dans les métiers scientifiques. On en a énormément parlé ici sur ce plateau. Les métiers scientifiques, plus on y va tôt, plus il y a de chances qu'il y ait des garçons et aussi des filles. Et j'encourage d'ailleurs les agricultrices aussi à prendre la parole, parce qu'on parle d'agriculteurs, mais ça peut être aussi un métier pour des femmes. Absolument. Donc en fait, il faut créer des vocations auprès de tout le monde le plus tôt possible pour que ça fonctionne. Sofiane. Et qui sait, peut-être que ces questions de vocation seront au programme de Gabriel Attal qui fera des annonces demain pour sortir de la crise, on l'a appris tout à l'heure. Frédéric Gess, une question pour vous, expert impact et engagement. On entend justement parler de plus en plus d'impact, mais quelle est la différence entre la RSE et l'impact? Et puis c'est quoi une entreprise à impact? Voilà, réexpliquons ces notions, Frédéric. Déjà, c'est une super question, parce que c'est vrai que quand on pose la question à un public en entreprise, on a très rarement la réponse, et on a même souvent des difficultés à définir ce que c'est que la RSE déjà. Donc c'est vrai que la RSE, elle existe depuis longtemps. La RSE, qu'est-ce que c'est? Finalement, on pourrait dire que c'est la mise en place volontaire par les entreprises d'actions qui vont permettre de respecter les principes du développement durable. Et donc de prendre en considération
considération les enjeux socio-environnementaux de leurs activités. Et aujourd'hui, effectivement, on parle de plus en plus d'impact, voire même plutôt d'impact positif. Donc il n'y a pas vraiment finalement de définition officielle. Moi, je dis souvent que l'impact en fait de l'entreprise, il peut être positif, négatif. Ça peut être, c'est en fait finalement le résultat des externalités positives et négatives que l'entreprise va avoir sur son environnement, sur les personnes, sur la planète aussi. Et aujourd'hui, en fait, en fonction de son engagement, de la maturité de son engagement, on va avoir finalement plusieurs types d'entreprises qui vont peut-être être définies comme des entreprises à impact à partir du moment où elles vont avoir un enjeu spécifique en fait à défendre et elles vont, ça va faire partie de l'objet de l'entreprise d'adresser cet enjeu spécifique social ou environnemental en fait pour lequel l'entreprise a été créée. Antoine Poincaré. En fait, au-delà du nom, ce qui s'est passé d'assez fondamental dans les années qu'on vient de vivre, c'est qu'on est passé d'une RSE ou d'impact positif qui était un peu à côté du business, une lecture quasi américaine. Je fais mon business, je gagne de l'argent et avec ça, je crée ma fondation Rockefeller, je mets à côté. Et on est en train de vivre un moment, pas au même rythme, pas pour toutes les mêmes boîtes, où c'est en train de remonter la chaîne de valeur pour dire que c'est pas possible en fait. Oui. Vous pouvez pas être une boîte qui fait n'importe quoi avec l'environnement ou avec les droits des femmes ou avec l'inclusion et vous en sortir en mettant un peu d'argent. Fondation. Voilà. Et donc la question se pose de comment on fait remonter cette logique d'impact sur, enfin cette logique de for good un peu à côté sur tous les impacts plutôt négatifs. C'est cela qu'on va regarder. On va essayer de maximiser les positifs, mais on va surtout essayer de dire, en fait, c'est pas possible de consommer autant d'eau, c'est pas possible d'émettre autant de carbone. Et c'est ça que et parfois les entreprises ont un peu du mal avec cette transition-là, parce que vraiment, on fait passer cette RSE d'à côté à quelque chose qui est beaucoup plus cœur dans le business. Émilie. Et dans les sujets RSE, il y a aussi tout l'impact sociétal. Et donc on voit notamment les collaborateurs qui peuvent être amenés à prendre parti, à s'engager, et l'entreprise qui accompagne tout ça. Les entrepreneurs sont confrontés dans toutes les strates de l'entreprise à ces sujets-là, quoi qu'il arrive. Et bon, ils s'adaptent un peu au fur et à mesure. On parle d'impact aussi sur BFM Business. Ah bah oui, on va continuer. Même ce soir à 22h, Impact by Tcherkov avec l'ami Audrey Tcherkov qui recevra ce soir Marc Simoncini. L'occasion de faire le point sur sa vie, bilan, et puis qu'est-ce que c'est que l'impact selon Simoncini. C'est donc ce soir à 22h sur BFM Business. Et en attendant, vous continuez à nous poser vos questions et à réagir au thème de l'émission sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Et cette fois, c'est pour Antoine Poincaré. L'hiver dernier, on insistait beaucoup sur le 19 degrés dans les bureaux. Et là, j'ai l'impression de ne plus en entendre parler du tout. Qu'est-ce qui a changé en un an? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'abord, on a eu froid l'hiver dernier dans les bureaux à 19. Beaucoup moins cette année, c'est vrai. Alors, c'est peut-être parce que pas mal de boîtes le respectent un petit peu moins. En gros, ce qui s'est passé l'hiver dernier, on avait très très peur. On disait, oh là là, il n'y aura plus assez de gaz, il n'y aura plus assez d'électricité pour passer l'hiver. C'était dû au fait que le parc nucléaire était beaucoup en rade. Il a été réparé. Donc, déjà, on a un peu moins peur. On a fait plus de stock parce qu'on a pu anticiper et il s'est passé ça. Deuxième chose, c'était vrai l'hiver dernier, c'est vrai cet hiver. On a des hivers chauds. Je sais que c'est compliqué à dire quand on sort de 2 semaines où on oui, 2 semaines de vagues de froid, tout le monde va vous dire il a fait -2, -10. Qu'est-ce que vous racontez, ouais, mais c'est toujours plus chaud que la moyenne. C'est-à-dire que là, il refait très bon sur toute la France. Évidemment, on ne sait pas encore tout à fait parce que c'est le 31 janvier, mais d'après les estimations, on va encore vivre. Ça sera genre le 24e mois d'affilée au-dessus des moyennes de saison. Les moyennes de saison, c'est 90-2020. Vous prenez cette moyenne. Donc, malgré ce qu'on a ressenti comme très très froid, en vrai, il fait plutôt chaud. Et donc, évidemment, ça demande de consommer un peu moins d'énergie. Et les 19 paraissent un peu plus atteignables. Et donc, c'est grosso modo ça qui s'est joué. Il faut continuer en réalité, parce que le sujet, c'est pas tant en tenir 19, c'est réduire nos consommations. Et puis, alors, le dernier truc fondamental, ça a été le signal prix. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est rendu compte, y compris chez les particuliers, qu'on était prêt à baisser un peu, à mettre un pull de plus et à considérer que 19 c'était tolérable quand ça nous rapportait de l'argent. Et donc la hausse des prix de l'électricité, même si on a vécu de manière moins dure que le reste de l'Europe, ça a joué. Mais bon, il faut quand même dire que c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il ne faut pas prendre ces mesures chez vous, mais surtout en entreprise pour que ça ait un impact à long terme. Sofiane. Une question pour notre experte juridique Muriel Pariente. Est-il vrai que le délai de recours en cas de licenciement est réduit? On en avait entendu parler, une proposition de Bruno Le Maire, mais qui avait fait débat. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est passé? C'est pas passé? Muriel. C'est pas passé, c'est en cours, mais effectivement, c'est une proposition que Bruno Le Maire a fait dans une interview aux Parisiens. Et il souhaite, c'est dans la négociation de la loi Pacte, donc c'est au mois de janvier 2024, c'est maintenant, il souhaite passer le délai de recours pour contester les licenciements, qui est de 12 mois aujourd'hui, à 2 mois. Voilà, c'est en cours, c'est pas passé, ça va être compliqué. Ça a fait réagir déjà, on a vu déjà une levée de bouclier dès l'annonce. Aussi bien les salariés que aussi les employeurs. Les salariés, 2 mois pour se mettre en état, pour contester son licenciement, très compliqué.
surtout qu'ils sont souvent en préavis, donc récupérer toutes les pièces, préparer son dossier, le déposer au tribunal. Voilà. L'employeur aussi, puisque l'employeur est plutôt content, enfin, on va quand même le dire clairement, 2 mois, ramener un délai à 2 mois, c'est des recours en moins. Et des salariés qui vont, il y aura de la casse, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Ça va être très court, donc il y aura des salariés qui n'auront pas le temps ou qui auront oublié, ou qui n'auront pas le délai en tête. Donc content sur ce point, moins content peut-être sur aussi les négociations qui peuvent être en cours lorsqu'un licenciement est prononcé. Souvent, le salarié négocie avec son salarié. L'employeur négocie avec son salarié des indemnités pour clore et qu'il n'y ait pas de débat juridique de contentieux. 2 mois, c'est un peu court. Donc ça risque aussi de tirer de ce côté-là. Il se dit, je suis en train de négocier. Le salarié se dit, ah mais j'ai pas fini, donc je vais saisir. Donc il saisit, travaille son dossier, il voit d'autres points. Ça peut être aussi un peu compliqué. Il faut être très vigilant, il faut se faire aider dans ces démarches-là, de toute façon, Muriel. Obligatoirement. Obligatoirement. On n'y va pas tout seul. Non, dans tous les cas, que ça soit 12 mois ou 2 mois, il faut se faire aider. Sofiane. Une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr qui nous arrive en direct. Le moteur d'une voiture. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon, on y va. Très bien. Bérénice qui nous dit, je suis chef d'une entreprise de BTP en Bretagne et je rencontre de grandes difficultés à recruter. Comment attirer les jeunes vers ces métiers? C'est pour vous, Émilie Corchia. Et bien, toujours la même chose, se faire connaître, expliquer concrètement sur quel métier on recrute et donner de la visibilité. Donner de la visibilité sur les missions, donner de la visibilité sur les conditions de travail, donner de la visibilité sur le quotidien. Parce qu'encore une fois, c'est un autre secteur, le BTP, sur lequel on a plein de clichés, plein de préjugés. Et donc, du coup, c'est très important d'informer. Parce que quand on est jeune, une fiche de poste, on ne comprend pas forcément. Ouais. Donc remettre de l'humain au milieu, prendre le temps de se déplacer, d'aller rencontrer les personnes, de donner la parole à ceux qui font le métier aussi. Ça, c'est un point hyper important, mais les jeunes se méfient un peu du discours corporate. Le patron, ce qu'il va m'annoncer, il est en train de me vendre quelque chose. C'est biaisé. Exactement. Alors qu'un salarié qui n'a rien à gagner au passage, qui va raconter son quotidien, avec les points positifs et les points négatifs. Très important de mettre en avant les points négatifs aussi, parce que quand on rejoint un métier, il faut comprendre concrètement à quoi on s'attend. Ça change tout et ça permet aussi de créer du lien, de donner envie et de se reconnaître au travers du témoignage de la personne. Frédéric ? Oui, d'où l'intérêt d'ailleurs effectivement d'avoir ces ambassadeurs. Oui, c'est quand ça. On parle aujourd'hui de marque employeur, salariés, en fait. Voilà, c'est la mobilisation du collectif, des salariés, le fait d'incarner en fait la culture de l'entreprise et l'attractivité de cette culture, notamment pour des jeunes talents qui sont difficiles aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on est sur un marché en tension. Et donc effectivement, ce qui peut faire la différence quelque part, me semble-t-il, c'est de redonner davantage cette dimension humaine à la visibilité de l'entreprise. Quitte, on disait aussi, à passer quelques heures dans l'entreprise, dans les murs, pour prendre la vraie température, la vraie ambiance, et pas seulement ce qu'on nous vend sur un entretien finalement, Émilie. Exactement. Plus on va aller dans le concret, plus on va pouvoir permettre à la personne de se projeter, plus elle va rester dans la durée aussi. Et ça, c'est un point important. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent le savent, mais 42% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. Oui. Parce qu'ils sont venus par hasard, sans trop savoir à quoi s'attendre. Et puis finalement, c'est une génération qui zappe beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc du coup, si ça ne lui plaît pas, elle va partir. Donc plus on va prendre les moyens de s'assurer que la personne qu'on recrute a compris, vient parce qu'elle en a envie, sait à quoi s'attendre, plus on s'assure d'un recrutement qui dure dans la durée et dans lequel finalement on est tous gagnants à la fin. Génération de l'immédiateté. Frédéric. J'ajouterais simplement que c'est en plus une tendance qui devient intergénérationnelle. Et ce qui effectivement a été très rattaché à ces nouvelles générations aujourd'hui, quand on regarde les dernières enquêtes RH qui ont été réalisées, on voit bien que quel que soit l'âge, aujourd'hui il y a des souhaits de nouveautés, de départ, de transition, de reconversion, et que donc la fidélisation en fait des collaborateurs, elle devient majeure pour les jeunes, mais aussi en fait pour les autres générations dans l'entreprise. On a de plus en plus de choix dans sa vie professionnelle, donc c'est vrai que ça aussi c'est toute génération confondue. Émilie. Et on est amené à changer de métier plusieurs fois dans sa vie aussi. Donc ça c'est une nouveauté. Et donc de plus en plus de personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes en effet, ont tendance à vouloir comprendre avant de faire des choix pour pouvoir assumer ces choix et être content. On parlait d'épanouissement tout à l'heure, ça fait partie de l'épanouissement. Sofiane, il y a beaucoup de réactions aussi sur la question du jour. Oui, on salue avant cela Hippolyte qui nous regarde et qui commente sur le live LinkedIn en direct. Très intéressant, nous avons besoin de telles émissions en France. On est d'accord avec vous. Mais bien sûr, merci Hippolyte. Et puis vous parliez de la question du jour, la voici. Les télétravailleurs n'ont aucune passion, aucune créativité. C'est la déclaration polémique du patron de L'Oréal à Davos. Beaucoup de réactions, je vous confirme. Vous êtes plus de 3300 à avoir voté sur les réseaux sociaux. On verra les réponses tout à l'heure.
tard, mais quelques commentaires. Arnaud, qui lance sa boîte, nous dit: les plus grandes entreprises n'ont-elles pas été créées à leur début dans un garage, donc chez soi? Un environnement sécurisant ne favorise-t-il pas une liberté d'expression et par extension une création? Et puis Sarah qui dit, il dit ça parce qu'on a moins besoin de ces produits pour se faire beau ou belle quand on est en télétravail. Voilà les réactions, certaines de ces réactions. Vous avez peut-être une réaction, Antoine, sur cette question? Alors, je ne sais pas si le fil c'est moins de maquillage parce que moins de travail, et donc c'est pas mon compte. Ça me va pas du tout. Mais on se demande. Ça fait très Elon Musk. On se demande l'intérêt d'une déclaration aussi clivante. On sait bien qu'il y a un équilibre entre productivité, créativité au travail. On sait bien que les boîtes américaines qui étaient passées sur ce qu'on appelle le full remote, donc plus aucun bureau nulle part jamais, elles ont eu un petit mouvement de recul en disant c'est quand même bien que des gens puissent venir au bureau. Mais en France, on l'a pas vécu dans les boîtes de cette taille-là, ce mouvement full remote. On parle de gens qui sont 2-3 jours de télétravail et de flexibilité. Exactement. Et donc on se demande bien ce qui va chercher pour effectivement avec une déclaration à la Elon Musk qui est assez peu habituelle des patrons en France de manière générale et en particulier de quelqu'un comme Nicolas Hieronymus. D'autant que c'est une entreprise qui va chercher des jeunes talents, notamment dans les grandes écoles de commerce, et qu'on sait très bien que cette notion de la flexibilité du travail, même si c'est intergénérationnel, elle est plus forte aussi chez nos jeunes, et qu'aujourd'hui, expliquer que dans son entreprise, il sera hors de question d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, en termes de flexibilité, de culture interne, ça peut faire quand même, semble-t-il, quelques dégâts. Ça fait beaucoup réagir, en tout cas. Continuez à nous écrire. La prochaine question, Sofiane, ce sera quoi? Dans un instant, on parlera de sous-sous, comme on dit. Quelle part des salariés français gagnent plus de 3 000 € net par mois? On posera la question à nos experts. Vont-ils être capables de nous répondre? Et puis, vous avez la réponse dans un instant, juste après la pause. On se retrouve et nos experts vous attendent. À tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Et on est ravis d'être avec vous pour la suite de cette émission avec tous nos experts. Muriel Pariante, experte juridique, Antoine Poincaré, Frédéric Gesque, Émilie Corchia sont avec nous, avec Sofiane Aklouf, pour répondre à vos questions. Écrivez-nous, Sofiane, l'adresse. Avec vous, @bfmbusiness.fr. Et vous nous rappelez cette question que vous venez de nous poser il y a quelques secondes. Quelle part des salariés français gagnent plus de 3 000 € net par mois? On en parle aujourd'hui parce qu'on a l'étude de l'Observatoire des inégalités qui s'appuie sur les chiffres de l'INSEE. Et donc, on a ce pourcentage-là et on voulait vous interroger les uns et les autres pour savoir si vous aviez une petite idée et de voir celui qui est le plus proche. Antoine? Moi, je parie autour de 5%, je dirais. 5%. Émilie? Je dis 8. C'est plus. Frédéric? Plus. Moi, je mettrais à moins de 10 en tout cas. Moins de 10, mais peut-être. Muriel, vous avez une idée? 12-13%. 12-13%. On est loin. Sofiane. Tout le monde est très loin. 23%. C'est la réponse, eh oui. Ah oui, bonne surprise. Et les 10% les mieux rémunérés gagnent plus de 4 170 €. Ça, c'est la tranche, le dixième. Et la médiane est à 2 092 € selon l'Observatoire des inégalités. Voilà pour l'actu du jour. Beaucoup de questions et de réactions aujourd'hui, Sofiane. Oui, Jonathan sur LinkedIn nous demande, et c'est pour vous, Frédéric, si vous pouvez repréciser, RSE, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, comme quoi les notions ne sont pas forcément voilà, encore on revient à ce sujet de la définition. Effectivement, la RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale, on l'élargit à sociétale aujourd'hui, des entreprises. Et donc, c'est en fait quelque chose qui a été ancré dans la loi, depuis la loi Pacte. Aujourd'hui, c'est dans le Code civil, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a cette responsabilité d'adresser les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et donc, quand on parle d'une démarche RSE ou d'une politique RSE, c'est la manière, c'est le plan d'action, en fait, la stratégie que l'entreprise va mettre en place pour, au-delà de sa performance financière et économique, venir adresser un certain nombre d'enjeux qui vont toucher les hommes, les femmes, l'environnement. Antoine Poincaré. Il y a un autre sigle à avoir en tête quand on parle de ces sujets-là, c'est l'ESG, environnement, social et gouvernance, qui est plutôt une prime de lecture un peu risque. C'est de dire, voilà, dans ma feuille de route RSE, je dois adresser des sujets environnementaux évidemment, sociaux, et puis de mon organisation, sur réfléchir comment les décisions sont prises. C'est ça, la gouvernance, c'est la direction, qui prend la stratégie, les décisions dans la structure. Sofiane. Une question pour vous, Madame Orientation, Émilie Corchia. Je suis enseignant en classe de 3e et chaque année, les élèves ont beaucoup de mal à trouver des stages. Comment mieux les aider? Une question de Jules par mail. Alors, il y a pas mal de choses qui sont faites et vous savez que maintenant, en plus du stage de 3e, il va y avoir un stage de seconde. Donc c'est très important. En plus? Ouais. Génial. C'est une nouveauté, le stage de seconde pour tous les jeunes sur le mois de juin qui a été mise en place. Et donc du coup, en effet, c'est important d'aider les jeunes à aller dans les entreprises. Aujourd'hui, le stage de 3e, il est extrêmement inégalitaire.
C'est-à-dire qu'en fonction du métier de vos parents sont dans un grand groupe, c'est assez facile de faire entrer son enfant dans un service ou un autre et puis de lui permettre d'aller faire son stage d'observation et se balader de service en service. Quand vous ne travaillez pas ou quand c'est compliqué pour vous, on va retrouver beaucoup de jeunes qui vont aller à la boulangerie du coin, le stage kebab dont on parle malheureusement. Donc, il y a des associations qui existent, notamment, je pense à Tous en Stage, qui viennent essayer d'accompagner, notamment dans les QPV, les quartiers de la politique prioritaire de la ville, pour accompagner les jeunes qui n'ont pas de réseau et donc, du coup, qui vont organiser des éléments dans des grands groupes qui accueillent toute une classe et qui les aident. Quel type d'association, par exemple? Vous en avez une en tête? Oui, Tous en Stage. C'est une association, justement, qui va permettre à des jeunes d'aller par groupe et vous avez des très grandes entreprises qui vont accueillir ces jeunes au fur et à mesure. L'autre chose, j'y reviens parce qu'un des problèmes aussi, c'est que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne connaissent pas les métiers. Il faut savoir qu'un jeune qui arrive au lycée connaît moins de 10 métiers. Ça peut paraître fou. 10 métiers. Moins de 10 métiers quand on arrive au lycée. On a juste la base grands métiers, et tout. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle le Parcours Avenir, qui est en place maintenant et qui permet dès la 5e et qui demande d'ailleurs dès la 5e aux professeurs de faire venir des professionnels dans les classes pour ouvrir un petit peu l'esprit des jeunes et les aider. Et donc du coup, je pense que nous, entrepreneurs, on doit encourager aussi nos salariés, nos collaborateurs à aller dans les classes, à se faire connaître de ces professeurs. C'est ce qu'on fait nous aussi sur My Job Legacy, ça facilite les choses. Aider les professeurs à venir sur la plateforme, trouver des professionnels pour les faire intervenir. Comme je disais tout à l'heure, de partout sur le territoire, pas que dans les grandes villes, aussi dans les milieux ruraux, et présenter des métiers très différents qui peuvent derrière donner lieu à des stages. Parce que quand un professionnel vient expliquer ce qu'il fait, notamment dans une grande entreprise, vous allez susciter de l'intérêt et vous allez donner envie de le faire. Mais j'invite aussi les petites entreprises à prendre des stagiaires de 3e, c'est facile, ils viennent pour faire de l'observation. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est de leur faire connaître l'entreprise, de changer un peu l'image de l'entreprise et de tendre la main à ces jeunes pour leur donner envie, parce qu'il faut penser, c'est nos futurs collaborateurs. Élargir leur horizon. Sofiane. Une question sur le live LinkedIn, parce que nous sommes en direct aussi sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. Concernant les demandeurs d'emploi en reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, doivent-ils en parler lors de leur recherche d'emploi et entretien professionnel? Et si oui, comment faire? Une question de Laetitia qui veut lui répondre et lui donner des conseils. Je ne crois pas qu'on soit obligé de mentionner qu'on est handicapé lors d'un entretien d'embauche. Non, il n'y a absolument pas d'obligation de mentionner qu'on est handicapé. C'est pas obligatoire. Après, bien sûr que ça peut être une discussion avec son futur employeur de dire les choses. Je pense que c'est préférable, c'est certainement souhaitable. Oui, hier, Mario Hombrook parlait de façon générale, dans le recrutement, simplement de la notion de transparence. Muriel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que malgré tout, c'est quelque chose qui doit certainement se savoir pour autant. Est-ce que ça facilite peut-être la communication avec le futur employeur? Oui, bien sûr. D'abord, la transparence est fondamentale dans le processus de recrutement pour qu'on sache exactement, des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'employeur, du côté de salarié, ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Sur les travailleurs handicapés, sachez quand même que du côté employeur, il y a des obligations. Il y a des pourcentages. Les entreprises doivent avoir une obligation d'embaucher des salariés handicapés. Donc souvent, c'est quelque chose qui est mis sur la table au moment de l'entretien d'embauche et même parfois avant dans le CV lorsqu'il est envoyé. On le sait. Émilie. On parlait de RSE tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises souhaitent recruter et s'ouvrent beaucoup à ces sujets-là. Donc peut-être pour rassurer aussi la personne, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut cacher parce que ça peut être aussi quelque chose sur lequel l'entreprise est très ouverte et a des envies et travaille à une politique pour aider à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ne pas le présenter forcément comme une contrainte. Très concret, c'est pas que les boîtes en ont envie, c'est qu'à partir d'une certaine taille, il y a des amendes. C'est quoi l'obligation? 6-7% en France? On en est là? J'ai absolument pas les chiffres en tête, mais il y a quelques années c'était ça. Dans le Nord, on était plutôt à 25%, le Nord de l'Europe. Muriel, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je dirais plus dans les 15-20%. Ça veut dire que ça progresse effectivement. Vous continuez à réagir et à nous poser vos questions. On est avec vous. Nos experts de l'entreprise sont avec vous. Sofiane. Une question pour notre experte juridique, c'est Arnaud qui nous écrit sur LinkedIn. À l'issue d'une mise à pied conservatoire, l'employeur doit-il forcément rémunérer les jours non travaillés s'il décide de reprendre son salarié? Muriel. Alors, si c'est une mise à pied conservatoire, donc une suspension de l'activité, oui, il doit rémunérer son salarié. Par contre, si c'est une mise à pied qui a été mise en place dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, ça s'appelle une mise à pied. Et dans ces conditions, si on va au bout de la procédure de licenciement pour faute grave, on n'a pas à rémunérer son salarié. Donc tout dépend des conditions de la mise à pied. Très bien.
Bon, voilà, c'est clair. La réponse. Question suivante du une réaction aussi par mail, une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Clément qui nous écrit: je suis actuellement au chômage, j'ai plus de 50 ans et je souhaite me réorienter vers l'informatique. Est-ce possible et comment faire? Question pour vous, experte impact et engagement peut-être, Frédéric. Oui, Frédéric. alors évidemment, aujourd'hui, les compétences, l'obsolescence des compétences augmente très vite. Des compétences qui étaient valables pendant des années dans le passé, maintenant c'est valable 2 ans, une compétence. Donc l'employabilité, maintenir son employabilité, c'est tout au long de la vie. Donc si on souhaite se réorienter, et d'autant plus à partir de 50 ans, dans la mesure où on sait que malheureusement les taux de formation augmentent, réduisent au fur et à mesure que les personnes augmentent en âge, la reconversion va prendre appui sur une nouvelle formation. Donc ce qui est essentiel en fait pour cette personne, c'est de pouvoir effectivement être update, actualiser ses connaissances, actualiser ses compétences sur le sujet qui lui plaît. Et s'il souhaite, alors est-ce que c'est en format salariat, est-ce que c'est dans l'entrepreneuriat, c'est aussi un autre sujet. Je sais que par exemple, beaucoup de personnes de plus de 50 ans souhaitent s'orienter vers l'entrepreneuriat et vous le savez, en France, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat des jeunes, de la Startup Nation, et on oublie toujours de dire que l'entrepreneuriat des plus de 50 ans est extrêmement dynamique et que oui, à partir de 50 ans, on a plein d'atouts pour entreprendre. Et donc si ce monsieur, effectivement, cette personne souhaite s'orienter vers l'informatique en tant qu'indépendant ou en tant que chef d'entreprise, eh bien qu'il n'oublie pas qu'il a du réseau professionnel, des compétences, une maturité, une capacité d'innovation. Il y a eu des études scientifiques récemment qui ont démontré que plus on grandissait en âge et plus on avait une capacité à mettre en place des innovations de rupture sur nos marchés. Donc oui, les entrepreneurs seniors sont très bons. Donc que ce monsieur y aille évidemment. Et se fasse accompagner le plus possible. Émilie. Oui, tout ce qui est lié à l'informatique, etc., ce sont des métiers sur lesquels on a énormément de besoins. Donc cette personne qui est accompagnée par France Travail peut aussi en parler avec son conseiller, voir s'il peut bénéficier d'une aide pour une formation. Il y a des formations courtes qui existent maintenant pour aider à la reconversion sur ces métiers où on peine à recruter. Donc c'est une bonne idée, c'est un métier d'avenir. Et donc j'encourage à vraiment essayer de voir quelles sont les formations et les aides qui sont à sa disposition, parce que avec plaisir, on en a besoin. Antoine. On peut citer des noms parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formations qui sont nées. On pense à Simplon, on pense à Open Classroom qui fait ça, le Wagon qui fait ça de manière très très courte. Donc effectivement, il y a des boîtes qui sont là pour adresser ça et vers lesquelles ce monsieur peut se tourner. Simplon, Open Classroom, le Wagon, des exemples, mais effectivement, c'est important de dire qu'il faut se former aussi en permanence. On le dit souvent dans cette émission que finalement, la vie des professionnels de demain, ce sera la compétence, mais aussi la formation tout au long de sa carrière, Antoine. Vous regardez où est-ce qu'on investit de l'argent dans la vie d'un être humain pour sa formation, c'est extraordinairement en faveur, je parle de l'argent à la fois privé et public, des 0-20 ans. Et donc effectivement, dans un monde où la durée de vie des compétences réduit, il y a probablement la question de se poser où est-ce qu'on met de l'argent, y compris de l'argent public, plus tard dans la vie des gens. Sofiane. Et on a une réaction qui va totalement dans ce sens. 54 ans bientôt, en recherche très très active d'un nouveau poste depuis plusieurs mois. Je dois malheureusement me rendre à l'évidence de la place, il y en a pas plus, et pour nous les femmes passer la cinquantaine. Donc là on est dans un cas, c'est plus Clément, c'est une femme qui nous écrit. Pourquoi est-ce si difficile pour une femme de plus de 50 ans de trouver un emploi salarié? Frédéric. Alors déjà on le sait, en France, notre monde du travail malheureusement est trop souvent agiste. L'agisme est un fléau quand même dans nos entreprises. Le sujet de l'emploi des seniors est vraiment un enjeu majeur. Et malheureusement aussi, la double peine, agisme plus sexisme pour les femmes, elle est réelle. Les chiffres le montrent. Quand vous prenez le taux d'emploi des plus de 55 ans, eh bien les femmes, on va être 5% en dessous des hommes. Si vous prenez le salaire moyen en fin de carrière pour des cadres, eh bien les femmes, c'est 12% en dessous des hommes. Et en fait, ce qui est très difficile dans ce sujet, dans cet enjeu à adresser, c'est que ce n'est pas que dans le cadre de l'entreprise, ça sort du cadre de l'entreprise. C'est un sujet vraiment sociétal. On parle parfois de l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans dans notre société, dans les médias, dans la publicité, etc. Moi, je donne souvent cet exemple de cette série récente là sur Bernard Tapie. L'acteur qui joue Bernard Tapie, il a 49 ans et l'actrice qui joue l'épouse de Bernard Tapie, surprise, quel âge a-t-elle? Eh bien, elle a 29 ans. Alors que dans la vraie vie, le couple Tapie a moins de 5 ans d'écart. Donc on voit bien vraiment à chaque fois cette difficulté. Et pour une femme de plus de 50 ans, donc de 54 ans comme cette dame qui cherche un emploi, la grosse difficulté, enfin en tout cas le gros sujet, moi je le vois avec les femmes que j'accompagne, que ce soit en transition ou bien dans les
les entreprises en mobilité professionnelle, c'est qu'il y a une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi et une difficulté parfois à se positionner en fait sur un projet d'avenir, sur une prospective. Donc c'est très important de travailler aussi sur soi pour pouvoir se projeter, parce que quand on a 54 ans, 55 ans, il reste 10 ans à travailler. Donc si on est en capacité déjà de dire moi voilà où je veux aller, quelque part on va être aussi plus employable, on va avoir une attractivité plus grande à l'égard des employeurs. Émilie. Et c'est justement le sujet sur lequel je voulais venir. C'est vrai que la situation elle est complexe. Par contre il y a des solutions. Il y a des solutions et il y a un besoin de reprendre confiance en soi et d'aller voir des gens. Donc moi, le réseau, il est hyper important sur cette période-là. Et donc du coup, ne pas hésiter à aller taper à la porte et à rencontrer un maximum de personnes, à montrer ce qu'on est capable de faire, expliquer ce qui nous intéresse et puis travailler sur cette reconversion aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. Se rapprocher des startups qui sont aussi en recherche d'avoir plus d'expertise, de personnes qui vont pouvoir aussi leur apporter... Il faut taper aux bonnes portes. C'est vaste quand on dit il faut aller voir les gens, il faut voir qui les associations de femmes, des associations d'entrepreneurs. Alors, il faut se faire accompagner et en effet, c'est vrai que le fait de reprendre confiance en soi, c'est un point important. Nous, on a eu beaucoup de demandes. À la base, My Job Glacis, c'était un site pour les jeunes et on a eu énormément de personnes qui sont venues nous voir en disant mais pourquoi vous ne le faites pas pour nous aussi? Et donc, on a ouvert aujourd'hui à tout le monde, y compris aux seniors, parce que finalement, ce qui est important souvent, c'est qu'on n'a pas les codes, on ne sait pas comment faire, on a perdu confiance en soi, donc on ne sait plus trop comment on fait du réseau et puis on ne sait pas où aller trouver les personnes. Exactement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement reprendre confiance en soi, aller parler avec des personnes aussi qui ont vécu un petit peu la même chose et qui sont en capacité de montrer que ça marche et que c'est facile. Et puis ne pas hésiter à taper aux différentes portes et puis on se réoriente aussi de cette manière-là. Et puis il y a des associations qui existent et on peut être accompagné sur le sujet. Sofiane, des réactions à la question du jour? Oui, ça continue. Des réactions sur cette question. Les télétravailleurs n'ont aucune passion, aucune créativité. C'est la sortie, on pourrait dire, à lire vos commentaires, du PDG de L'Oréal. Benoît, qui travaille dans la transformation digitale, nous dit « De nombreuses études et expérimentations ont largement démontré que l'autonomie permettait une bien meilleure performance. » Pascal, qui va dans ce sens, qui est contrôleur des finances publiques, cela dénote un manque de confiance dans ses équipes et une méthode de management basée sur la pression. Ou encore, là, plus léger, William qui nous dit « Je vois pas le rapport entre télétravail et manque de passion. Je pense qu'il a bu trop de shampoing. » Voilà pour les réactions. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce bilan très très dur. Les internautes, le nombre de commentaires est assez hallucinant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit bien un petit peu le gap entre l'évolution des attentes en fait, des salariés, quel que soit leur âge d'ailleurs et leur génération, en termes de management, d'accompagnement, d'équilibre, d'épanouissement personnel, et ce type effectivement de déclaration péremptoire. Vous continuez à nous poser vos questions, à nous envoyer vos réactions sur notre adresse avec vous @bfmbusiness.fr. On est avec vous sur BFM Business. Avec vous. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Sofiane. Une question pour notre experte juridique du jour. Y a-t-il une date limite pour réaliser les entretiens annuels d'évaluation? C'est une bonne question. On est en plein dedans, exactement. Alors, Muriel. Y a-t-il une date limite? Je ne saurais pas vous dire exactement la date limite, mais effectivement, il y a une date qui est fixée pour faire les entretiens d'évaluation. C'est fixé en interne dans chaque entreprise en fonction de l'agenda, ou c'est fixé de façon générale de plus haut, j'ai envie de dire? Chaque entreprise prévoit chaque année. Et ça, c'est fixé chaque année de la même manière, les entretiens d'évaluation. Oui. C'est obligatoire de le faire une fois par an. Donc après, c'est à eux d'organiser leur agenda. Mais l'obligation, alors il n'y a pas de date limite, mais elle doit être faite au moins une fois par an. Oui, mais Antoine, on va être honnête, on entend quand même beaucoup se dire en fait, je ne l'ai pas fait cette année, ou je l'ai fait au milieu de l'année. C'est pas toujours respecté. Il y a la loi et puis il y a ce qui se passe en pratique. Alors en l'occurrence, il ne peut pas y avoir de date limite, parce que moi j'ai commencé dans l'audiovisuel, je me souviens, et on respecte les vacances scolaires. C'est de la saison. Donc c'est septembre, juin, et donc je me souviens que mes entretiens d'évaluation, ils étaient en juin. Et donc effectivement, dans les grandes boîtes, c'est souvent le 31 décembre, mais je ne crois pas que ce soit fixé dans la loi qu'on est obligé de le faire entre 31 décembre et 1er janvier. Il n'y a pas de date limite. Il y a une date, ça doit être fait tous les ans. Par contre, oui, ça doit être fait. Il n'y a pas de date limite. Là où il y a des dates limites, par exemple, c'est quand vous fixez des objectifs pour vos salariés. Lorsque vous avez des salariés qui ont une rémunération variable, ils ont des objectifs qui doivent être fixés. Ça doit être fixé en début d'année. En début, donc janvier, février, quand vous avez des années de janvier à décembre. Si ce n'est pas fixé et que c'est fixé plus tard, là, vous avez vraiment un risque de devoir payer 100% de la rémunération variable parce que vous n'avez pas fixé vos objectifs. Là, il y a une date limite. Sur les entretiens d'évaluation, ils doivent exister, il n'y a pas de date limite. Vous l'avez passé, vous? Non, pas
encore. Non, mais je suis confiante, hein, ça va venir. Sofiane. Une question par mail avec vous à bfmbusiness.fr de Ronnie. En quoi les rencontres professionnelles aident à mieux s'orienter et surtout quel type de rencontres, Émilie ? Alors, pourquoi ça aide à mieux s'orienter ? Parce que ça va nous permettre de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément et de faire des choix sur la base d'éléments tangibles. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. En tant que femme, je pourrais très bien me dire tel métier n'est pas fait pour moi. Parce que j'ai une représentation qui est très masculine de ce métier. On en parlait, on n'a pas assez de femmes dans les sciences, dans le numérique, dans la tech, etc., etc. Le fait de pouvoir aller rencontrer des personnes qui font les métiers et qui vont m'expliquer concrètement ce que c'est, va m'aider à me projeter et va me permettre de me rendre compte que potentiellement c'est quelque chose qui est possible pour moi. Alors quel type d'entretien et comment ça fonctionne ? Nous, on propose 2 choses. Au collège, ils sont tout petits, on ne va pas les amener à faire des entretiens individuels, donc on fait plutôt des entretiens collectifs. L'idée, c'est que quand ils arrivent en seconde, on dépasse ce nombre de 10 métiers qui est vraiment un problème et qui ne permet pas d'aller notamment dans certaines filières qui sont des filières professionnelles, où en fait, si on ne connaît pas les métiers, on pense que ce n'est pas intéressant et on n'y va pas. Oui. Mais par contre, à partir de la seconde et tout au long de la vie, on encourage à faire des rencontres individuelles, mais il y a des codes à avoir. Donc on forme pour expliquer comment on fait, pour aller poser des questions, quelles questions on va poser. Parce que quand vous allez voir un jeune et vous lui dites allez rencontrer un professionnel, à part demander un stage, il ne sait pas comment on fait, il ne sait pas comment ça marche. Donc il faut accompagner, ça marche pour les jeunes, ça marche aussi pour les plus âgés, parce qu'on s'est rendu compte notamment des personnes qui sont en perte de confiance et qui ont besoin aussi d'être assurées que ça va bien se passer en face et que la personne va avoir envie de les accueillir, va être contente de partager son expertise avec eux, son quotidien, etc. Et comment on s'oriente finalement ? En posant des questions et en essayant de comprendre un quotidien. Donc nous, les questions qu'on incite à poser, c'est à quoi ressemble une de vos journées concrètement, c'est quoi vos missions, comment ça se passe ? Et 2 questions qui sont extrêmement importantes pour moi, c'est qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier ? Et à contrario, qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ? Ouais. Parce que quand on rejoint un métier, je pense qu'il faut qu'on le dise de plus en plus, il n'y a pas un métier où on s'amuse toute la journée. Dans un métier, il y a aussi des responsabilités, il y a aussi des choses où c'est plus compliqué, qu'on aime moins, qui sont plus répétitives, etc. Et le fait de les connaître, c'est prendre un métier dans sa globalité et assumer son poste et être content et épanoui dans ce cadre-là. Sofiane s'amuse énormément dans sa journée, mais j'ai l'impression. Oui, j'avais juste un retour d'expérience à partager parce que moi j'ai dirigé pendant de nombreuses années des réseaux associatifs, donc des associations de l'ESS, et très régulièrement je suis encore sollicitée par des jeunes, notamment via LinkedIn, via le réseau social LinkedIn, qui me disent ah là là c'est inspirant ce que vous avez fait, je voudrais aller bosser dans l'ESS, est-ce que vous m'accorderiez du temps ? Donc régulièrement, je fais des petites visios, des échanges en fait avec des jeunes, et c'est exactement ça en fait. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça permet aussi de désacraliser un certain nombre de choses, parce qu'on idéalise parfois. On a une vision, par exemple l'associatif, on a une vision souvent, voilà, je vais être utile, ça va me donner du sens, je vais aller bosser dans l'associatif. Or, le secteur associatif est aussi un secteur difficile, tendu, parfois assez violent, il faut le savoir. Et donc, ça permet effectivement d'engager un dialogue, et donc non pas de décourager évidemment les jeunes dans leur vocation, mais en tout cas de leur donner une vision beaucoup plus concrète et réaliste qui peut éviter aussi des fortes déceptions par la suite. Oui, c'est vrai, Émilie. Et c'est un vecteur d'égalité des chances. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles que j'encourage à entreprendre. On manque de femmes entrepreneurs. Et très souvent, j'ai quand même des personnes qui me disent mais moi, dans mon entourage, on me dit que j'en serais pas capable. Moi, dans mon entourage, on me dit reste pas trop, de l'entourage pour le métier. Et donc, du coup, il faut vraiment sortir de l'entourage. C'est vrai. Il faut vraiment aller rencontrer d'autres personnes et découvrir ce qui existe par ailleurs. Aujourd'hui, avec la réindustrialisation du pays, il y a plein de métiers qui sont des métiers qui vont dans les filières professionnelles qui malheureusement ne sont pas assez valorisés aujourd'hui. Aller rencontrer des personnes qui les font, c'est ouvrir l'esprit et aller dans des métiers qui rémunèrent, des métiers dont on a besoin et sur lesquels on ne connaîtra pas de chômage pendant longtemps. Dernière question, Oui, Sofiane. le temps file. Une dernière question rapidement. Antoine Poincaré, elle est pour vous. Dans le cadre de ma politique QVT, je dois prendre en compte les effets psychologiques du changement climatique pour mes collaborateurs, mais je suis même pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Moi non plus. Donc, alors, Antoine, c'est la journée d'éthique, déjà QVT, qualité de vie au travail. Effet psychologique du changement climatique, on pense pas mal à l'éco-anxiété qui émerge dans les entreprises comme étant, est-ce que c'est pas un peu le prochain burn-out, ces gens qui viennent au travail, qui sont sous pression. Là, on peut former soit les managers à mieux le prendre en charge, soit on peut se former à titre individuel. Il y a une formation dont j'ai entendu beaucoup de bien, vous me direz si elle est bien, de Carbon 4 Academy sur
l'éco-anxiété. Deuxième truc très important, si vous êtes à la RH d'une boîte, on ne parle pas que d'éco-anxiété, on parle des conséquences psychologiques des catastrophes naturelles. Si aujourd'hui vous êtes une boîte dans le Nord et que vos salariés ont vécu des grosses inondations, ils reviennent au travail dans un état de tension qui est significatif. Si ça avant ça arrivait une fois tous les 10 ans et que maintenant ça arrive une fois tous les 5 ans, il faut le prendre en compte, parler aux boîtes allemandes ou aux belges qui ont subi les conséquences des inondations d'il y a quelques années, c'est assez majeur. Donc anticiper des gros événements psychologiques et les conséquences, enfin des gros événements physiques pardon et les conséquences psychologiques que ça aura sur vos collaborateurs, c'est important. Question juridique pour terminer. Petit bonus, pas prévu. C'est pour une Muriel. question sur LinkedIn. Vous en parliez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez repréciser peut-être quid des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas cette règle d'entretien individuel, nous demande Samé. La difficulté, c'est que lorsqu'il n'y a pas de sanctions spécifiques, mais la difficulté, c'est c'est là où on va comprendre, lorsqu'un employeur souhaite licencier un salarié, il doit s'appuyer sur ses entretiens individuels, puisque c'est là-dessus, quand il y a un problème de performance, c'est avec ça qu'il va démontrer que le salarié n'est pas assez performant. Donc s'il n'y a pas d'entretien individuel, il n'y a pas de preuve, et donc le licenciement n'est pas fondé. Émilie, une réaction ? Non, mais en effet, et puis c'est une bonne pratique. Au-delà du fait de la loi et des besoins, c'est aussi une bonne pratique managériale, ne serait-ce que de s'asseoir avec chaque employé et de faire le point sur comment s'est passée l'année, quels sont ses souhaits d'évolution, etc. On parlait tout à l'heure de marque employeur, de garder des salariés. Si on peut même pas leur donner finalement 1 heure de temps pour faire le point sur ce qu'ils ont fait, c'est problématique aussi. Donc à nous de prendre ça en compte. Beaucoup de sujets, vous l'avez vu dans cette émission. Maury nous a écrit également quels sont les métiers qui vont disparaître bientôt. Je suis de Côte d'Ivoire et j'aimerais bien savoir. Eh bien, on pourra y répondre demain, Maury, à cette question, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'avec nos experts entre 12h et 13h. En attendant, Sofiane Aklouf, on revient sur la question du jour. Oui, mon t-shirt est sec, je peux donc répondre à la question du jour avec les résultats. Merci pour cette précision. Les télétravailleurs ont-ils aucune passion, aucune créativité comme le disait le PDG de L'Oréal? Eh bien, c'est un grand non et c'est massif. Vous êtes plus de 3300 à avoir voté aujourd'hui. Non à 82% sur LinkedIn, 68% sur X et 69% sur Instagram. On s'est mis aussi au réseau social Thread, la grande tendance du moment. Et donc, petit à petit, on va venir en masse sur ce réseau et vous pourrez voter sur ce réseau social. La question de demain ? De demain. Faut-il donc comparer son salaire avec ses collègues, puisqu'on parlait pépette tout à l'heure? Eh bien, vous avez jusqu'à demain 13h pour voter et on en parlera dans notre émission avec nos experts. Il va y avoir une bonne ambiance dans votre entreprise. Là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, vous allez voir. Et n'hésitez pas effectivement à répondre à cette question très intéressante, riche d'enseignements. En tout cas, en attendant, on remercie nos experts du jour. Antoine Poincaré, Frédéric Gesque, Émilie Corchia et Muriel Pariante. Merci à vous 4 d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci pour votre expertise. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. L'actualité économique continue aujourd'hui sur BFM Business parce qu'on parle de la BCE. Aujourd'hui, 14h, émission spéciale autour de Stéphane Pedrazzi, les décisions de la Banque Centrale Européenne. On est connecté évidemment sur BFM Business et en attendant, passez une très bonne journée. Avec vous sur BFM Business.